Notre vie est gaspillée dans les détails. Simplifier, simplifier. Henry David Thoreau. Alors, je ne suis pas sûre d'être dans la team de Henry David Thoreau, que je n'ai pas lu. Mais moi, quand on me parle de détails, je suis plus dans la team France Gall. Ça me fait penser à France Gall. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Les détails, ça veut dire beaucoup. Quand j'interviewe quelqu'un, c'est souvent ce que je retiens, la substantifique moelle pour dresser le portrait de quelqu'un. Donc ça va être un regard dans une interview, un geste, une émotion. Aussi la manière dont la personne me répond quand je lui propose de l'interviewer, la manière dont elle m'accueille chez elle. Donc les détails, c'est très très révélateur. Par exemple, pour mon livre Femmes inspirées, j'ai interviewé une fille à propos de l'hospitalité et elle est venue me chercher à la gare de Nantes, elle m'a accueillie chez elle, elle m'a ramené, voilà, ça, ce détail, c'était l'hospitalité plus que la fiche Wikipédia où elle me racontait comment elle a eu son idée de maison pour accueillir des femmes. Même si c'était très important, le petit détail, là, je me suis dit, elle est super crédible, cette femme. Olivia de Fournas, bonjour. Bonjour Guylaine de Monjou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une femme inspirante, je dois le dire. Et vous avez eu la gentillesse d'écrire un livre sur 16 autres femmes inspirantes, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui, portés par l'esprit. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. C'est publié ces jours-ci aux éditions Artege. Avant ça, j'aimerais bien vous présenter rapidement à nos téléspectateurs. Vous êtes une femme qui avait travaillé dans différents secteurs, mais toujours très reliée à la question humaine, aux relations interpersonnelles. Vous avez d'abord travaillé dans l'édition littéraire, puis vous êtes devenue un peu psy, conjugale, familiale, et puis pigiste, et maintenant journaliste depuis 12 ans au magazine Famille chrétienne. Et à chaque fois, vous étiez formée, Master 2 de littérature, diplômée en conseil familial. Vous avez aussi veillé pendant presque 18 ans à l'éducation de vos 3 enfants. Et je dirais que ça a beaucoup compté pour vous, mais vous avez déjà écrit 3 livres, donc je vous soupçonne quand même d'avoir ces dernières années repris du poil de la bête professionnelle. 3 livres, le dernier je l'ai beaucoup remarqué et j'étais très heureuse à l'idée de vous rencontrer. C'est un livre qui s'intitulait « Donner une âme à sa maison ». On va essayer de comprendre ensemble pourquoi ce livre a existé et qu'est-ce qui pour vous était important dans le fait de donner une âme à sa maison. Pourquoi le foyer a pour vous une résonance particulière, Olivia de Fournas? Alors, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet, Guillaume. On va pas passer par trop de détours. Donc, en fait, j'ai manqué de foyer quand j'étais jeune. Et du coup, les maisons ont été des repères pour moi. Alors, les maisons, j'ai pas fait un guide de déco d'intérieur. Hein, c'était surtout les gens qui habitaient cette maison qui ont été très structurants pour moi, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et donc, à mon tour, quand je suis devenue grande, j'ai voulu redonner au foyer ce que les foyers m'ont donné. Et j'ai écrit ce livre comme une ode aux souvenirs et au temps passé dans les maisons, avec les gens qu'on y rencontre. Et dans ce livre, justement, et après on n'en parlera plus parce qu'on parle du nouveau après, mais vous expliquiez quelles étaient les conditions par lesquelles une maîtresse de maison ou un maître de maison pouvait vraiment donner de la chair à la rencontre qui se passe sur son palier, dans son salon, et c'est très très subtil. Et je retrouve dans ce livre des 16 portraits de femmes d'aujourd'hui la même sensibilité aux détails, justement. Par ailleurs, ces 16 femmes, elles sont unies par une chose qui m'a semblé commune à elles, c'est qu'elles ont toutes eu un point de bascule, un moment de prise de conscience qu'elles étaient uniques et qu'elles pouvaient, à partir de leur propre histoire, vraiment construire quelque chose de nouveau. Vous avez eu aussi un point de bascule, c'est cet accident à 13 ans de voiture qui va emporter votre père et faire finalement basculer tout le noyau familial vers un éclatement. Est-ce que ça a, selon vous, ressaisi l'Olivia de Fournas qui n'aurait jamais émergé sinon? Alors c'est difficile de savoir, puisque c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille archi-classique, genre les triplés de Nicole Lambert, avec un père, une mère qui s'aimaient, 3 enfants, une vie facile. Et quand j'ai eu cet accident, la famille a complètement éclaté, ma mère n'était plus en capacité de s'occuper de nous, la fratrie a explosé aussi, et donc je me suis retrouvée tout d'un coup toute seule, l'euphorie des possibles, et à être un peu accueillie par les gens qui voulaient bien m'accueillir.
Et donc, je pense que ce moment, qui aurait pu être un moment où je devenais une Olivia triste et un peu angoissée, un peu abandonnée, finalement, grâce aux rencontres, justement, ça a été un moment où je me suis dit, non, moi, j'ai choisi le côté de la vie, et avec tout ce que les gens peuvent m'apporter, et que j'espère, après, j'ai pu apporter, mais au départ, c'est quand même les gens qui m'ont beaucoup donné. J'espère que je peux basculer du côté de la vie. Et vous devenez inspirante. Est-ce que vous pourriez décrire en 3 adjectifs l'ambiance qui régnait dans ce foyer d'avant cet accident, avant vos 13 ans? C'est en même temps, je suis un peu partagée parce que c'est en même temps un foyer qui m'a donné la foi et la joie. Donc ça, c'est quand même très consistant chez moi. Et aussi la stabilité, avec un père qui était très sévère, qui m'a élevée de manière très sévère, mais ça m'a permis de m'adapter après partout. Et aussi, je me suis pas mal ennuyée aussi quand j'étais... C'est-à-dire, c'était une routine ? Non, mais on n'allait pas au théâtre, il n'y avait pas de bibliothèque chez moi, on sortait pas, et donc j'étais pas mal enfermée dans ma chambre. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, et donc ça m'a permis de lire. Et je m'évadais par la lecture, notamment Fantomette. Je ne sais pas si vous avez lu Fantomette, c'était ma star. La justicière masquée la nuit et la fille normale la journée, qui n'avait pas de super pouvoir officiel, mais quand même qui arrivait à déjouer les stratégies du masque d'argent. Voilà, je me suis un peu pris pour Fantomette. Et ma première femme inspirée. Oui. Et d'ailleurs, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui, votre façon d'être curieuse des autres me semble très paradoxale par rapport à cette enfance ennuyeuse. D'où vient cet appétit de la rencontre que vous mettez en œuvre dans ce livre ? Eh bien, je suppute, là, parce que vous me prenez un peu à brûle pour point, mais je pense qu'au départ, j'étais un peu dans mon petit cocon et je ne savais pas très bien comment réagir parce que j'habitais en Belgique et là, tout d'un coup, j'étais parachutée dans un nouveau pays. Je ne connaissais personne dans des familles étrangères, avec complètement d'autres manières de vivre. Une télévision, on n'avait pas de télévision chez nous. Les parents qui répondaient à leurs parents, moi, je ne répondais pas. Les enfants qui répondaient à leurs parents. Pardon, les enfants qui répondaient à leurs parents à table. Voilà, j'ai découvert plein de nouvelles habitudes. Et donc, au début, je marchais un petit peu sur des œufs. Très observatrice. Voilà. Mais assez en retrait, je n'osais pas demander quand j'avais besoin de quelque chose. Et puis, à 13 ans, on a quand même besoin de beaucoup de choses. Et tous les gens se disaient, oh, la pauvre orpheline. Donc, les gens étaient assez complaisants, mais finalement pas forcément à venir me questionner sur des points essentiels. Et donc, en fait, c'est un livre de Labiche. Eugène Labiche. Oui. Une pièce de théâtre ou un livre ? Une pièce de théâtre. Oui. Qui m'a aidée. Ça s'appelle Le voyage de Monsieur Perrichon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une brave comédie. Oui. Et en fait, dedans, il y a un père qui a 2 prétendants et qui veut marier sa fille et qui hésite entre les 2. Et en fait, le premier, qui est assez brillant, l'aide, parce que le père tombe de cheval, et le prétendant l'aide à se remettre sur le cheval. Donc on se dit, c'est lui. C'est lui. Oui. Et en fait, le second, c'est le contraire. Le second tombe dans un trou, et c'est le père qui le sauve. Et il est tout content, en fait, d'avoir aidé ce prétendant, ça le valorise, et finalement, c'est celui qui va choisir comme prétendant pour sa fille. Et ce que ce livre m'a appris, c'est qu'en fait, les gens aiment bien rendre service et faire plaisir. Et donc, quand j'ai compris que j'ennuyais pas les gens en leur demandant s'il vous plaît, j'ai pas d'argent de poche, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ou s'il vous plaît, moi j'aime pas la viande, en fait, est-ce que vous pouvez me faire du poisson ? Et en fait, ça a tout changé parce qu'en fait, les gens étaient contents de ah, mais t'aimes pas la viande ? Mais bien sûr que je te fais du poisson. Et ils étaient tout contents. Et je me suis dit, c'est win-win. Est-ce que vous êtes en train de dire que, en fait, cette relation de vérité, elle restaure l'un et l'autre ? Il y en a pas, finalement, tout est à égalité entre 2 personnes, pourvu qu'elles fassent un pacte de vérité ensemble. Oui, c'est intéressant. En tout cas, je pense que la rencontre, effectivement, chacun doit donner. Parce que je le vois bien dans les interviews, vous devez le voir aussi, que si vous arrivez et que vous voulez juste prendre de manière efficace ce que vous êtes venu chercher chez la personne, souvent, ce n'est pas des interviews très intéressantes. Moi, j'aime bien prendre du temps, bien préparé pour que la personne se sente accueillie, comme elles se sont accueillies dans la maison, qu'elles se sentent accueillies quand moi je... Dans votre curiosité ? Voilà, ouais. Exactement. Donc j'ai lu ses livres, j'ai cherché sur Google. Comme moi. Voilà. J'essaye de faire... Je prends modèle sur vous, en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que ça se voit parce que toutes les introductions à ces 16 rencontres, elles racontent aussi le cadre dans lequel elles vous reçoivent. On sent que dans le dialogue, vous arrivez
au plus près des questions. D'ailleurs, j'aimerais bien vous en poser une ou deux. Oula. Parce que, oui, vous posez des questions assez dérangeantes parfois à certaines personnes. Je me demande par quel miracle elles ont accepté de répondre à des questions comme pour vous, quelle a été la première expérience de l'hypocrisie sociale? Vous voyez, je trouve que c'est une question assez dérangeante pour quelqu'un. Et vous avez une interlocutrice qui vous répond comme ça. Est-ce que vous avez fait l'expérience d'une injustice, Olivia de Fournas? Non, alors déjà, les questions, moi j'ai appris en école de journalisme, je pense que vous avez appris aussi, qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses. Donc là, je n'hésite pas à poser des questions, mais elles ne viennent pas comme un cheveu sur la soupe. Oui. Donc Elles sont accompagnées, voilà, on va dire. Vous voulez qu'on prenne 2 ou 3 heures ensemble avant que je vous pose cette question? Non, c'est vrai que c'est compliqué dans un climat de télévision aussi, on n'est pas à l'abri de... Mais ce que j'aime bien aussi qu'il y a une forme de vérité qui éclate à cet endroit-là. Votre pudeur, par exemple. Ah bon, vous trouvez que je suis pudique? C'est pour ça que je viens m'étaler devant Guillaume de Monjou. Mais la vérité, c'est intéressant parce qu'il y a justement une femme qui est très proche de la vérité, là, qui s'appelle Cheyenne Caron, qui est une cinéaste. Et j'aime bien sa manière d'apprendre la vérité parce que c'est toujours avec un pas de côté. Et par rapport à ce que, donc, par exemple, quand elle va prendre Arnaud Beltrame, par exemple, tout le monde dit le héros qui s'est sacrifié pour une otage, c'est extraordinaire et tout. Elle prend... Bon, elle dit évidemment elle dit ça aussi, mais elle pense aussi à sa femme et à sa mère. De lui. Oui. La femme d'Arnaud Beltrame et la mère d'Arnaud Beltrame, leur fils et leur mari se sont sacrifiés pour une inconnue. Donc qu'est-ce qu'elle pense? La vérité, elle est aussi là-dedans. Et elle est habitée parce que quand elle était petite, en fait, elle a été adoptée. Et sa famille adoptive n'a jamais voulu signer les papiers de décharge, alors qu'elle était très contente avec ses parents adoptifs. Elle n'avait pas le droit d'appeler sa mère maman. Et donc, la vérité, c'était pas la vérité, en fait. Et donc, ce que vous parliez de point de bascule, toute sa vie a été au service de la vérité, parce qu'elle, dès le départ... On l'avait tronquée. Voilà. Et elle voyait qu'il n'y avait pas de... Exactement. On va être en vérité. Vous continuez avec nous? Venez avec moi. Olivia de Fournas, en plus d'être journaliste, écrivain, vous êtes aussi une grande lectrice. Et parmi peut-être vos dernières lectures, vous avez peut-être vu passer le livre de Marine Dia et les 3 femmes puissantes, suivi une année ou 2 plus tard d'un livre de Léa Salamé, un livre à succès qui aussi interviewait des grandes figures, et c'était intitulé « Femmes puissantes ». Vous avez décidé de mettre « inspiré », féminin pluriel, « inspiré ». Quelle est la différence pour vous entre les femmes puissantes et les femmes inspirées ? Alors d'abord, merci de me mettre au niveau de Léa Salamé. Je suis très flattée et j'aime beaucoup son émission. Moi, j'ai pas lu son livre, mais j'écoute ses podcasts, les 3 saisons. Et je suis à chaque fois fascinée par cette question qu'elle pose, avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit « Vous êtes une femme puissante, je suis une femme puissante, nous sommes toutes des femmes puissantes en puissance ». Et en fait, donc j'aime énormément, ça me distrait, mais ça ne me rejoint pas. C'est pas l'effet miroir, marche pas. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme modèle à mes enfants, par exemple? Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est plutôt des femmes inspirées. Donc c'est plus intérieur, c'est plus profond, et ça se voit moins, quoique je pense vraiment que quand on est vraiment inspiré, on est puissante. Mais on n'est pas puissante, c'est pas à soi-même qu'on veut mettre... on veut pas briser le plafond de verre, on veut pas se montrer, mais... On veut d'abord répondre à un appel intérieur et le vivre et embellir la vie. Et après, de fait, je trouve que ces femmes sont puissantes. C'est une grosse puissance, mais ce n'est pas une puissance... Et c'est une puissance parce qu'elles sont unifiées. C'est quelque chose qui se dégage des 16 portraits. On a l'impression que ce sont des femmes qui ne se sont pas éparpillées, qui ont simplifié, comme le disait Henry Thoreau, comme vous le prononciez bien. On a l'impression que c'est des femmes qui ont décidé de garder un noyau très puissant au cœur de leur vie, une unité. Est-ce que je me trompe? Je me suis fait exactement la même réflexion que vous, alors qu'au départ, je me la faisais pas. Et à la fin, en réfléchissant, je me suis dit, c'est fou. Par exemple, la fille qui s'appelle Hélène Pontier, je ne sais pas si vous avez son témoignage en tête, qui est ingénieure agronome, qui fait l'agro-ParisTech, et puis elle est passionnée par la biologie cellulaire. Tout d'un coup, elle se dit, l'écologie, c'est au service de la création, et elle habite une colocation solidaire, avec des personnes, des prostituées, des personnes accros à l'alcool. Et elle s'occupe d'un chantier d'insertion avec du maraîchage, mais elle s'occupe aussi des autres. Et quand elle m'a dit, en fait, moi, entre la plante qui pourrit ou le puits à remplir d'eau et Bernard qui ne va pas bien, je m'occupe de Bernard. Et pour moi, c'est ça l'écologie.
Donc son écologie, c'est de mettre la priorité à l'endroit du cœur, en fait, non? Exactement. Et ça marche pour tout, quoi. Je veux dire, évidemment, si elle a le temps d'arroser la plante. Mais vous voulez dire que c'est des femmes qui assument à peu près leur subjectivité parce qu'elles estiment qu'elles sont guidées par un appel ou inspirées par un élan vers la vie, non? Oui, je pense qu'elles sont habitées de l'intérieur. Et souvent, c'est incarné, c'est-à-dire que c'est la jonction entre leurs talents, parce qu'on n'a pas toutes le même, c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on a toutes des talents différents, oui, on en a tous, et leurs actes. Et en fait, quand on arrive à faire la jonction entre les deux, ce qui est le cas de ces 16 femmes, eh bien, du coup, toute la vie, c'est facile. Vous parliez de puissance qui venait du profond. Est-ce que physiquement, comme vous les décrivez un tout petit peu, mais on n'a aucune photo, on n'a aucune idée d'à quoi elles ressemblent. Hélas. Est-ce que elles vous ont semblé chacune belles à leur façon? Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on n'est pas morcelé. On est dans un élan d'éclat, quelque chose qui irradie. Mais je pense que déjà, on n'est pas habité par sa propre image, on n'a pas envie de se mettre en scène, on n'a pas envie d'être regardé, et on trace sa route avec un chemin. Par exemple, Ayam Suro sur l'hospitalité, elle a eu ça souvent aussi dans l'enfance. Je fais un coq à l'âne pour parler, parce que ça me vient avec votre question, Caroline de Fontenay, qui est femme d'affaires chez Google, qui est partie à San Francisco, qui dirige des grosses équipes. Et sa volonté de mettre en valeur les femmes dans son entreprise, ça vient de l'enfance. Quand elle avait 13 ans, je rencontre souvent des gens qui ont des problèmes à 13 ans. Quand elle avait 13 ans, sa mère était colonel, son père était colonel, et on a dit à son père, si vous voulez être général, il faut que votre femme démissionne de l'armée. Et elle s'est dit, Caroline de Fontenay s'est dit, moi, ça ne sera pas comme ça. Et c'était une revanche, et comme une envie de déjouer cette... elle a trouvé sa raison de vivre, en fait. Sa raison de vivre qui s'est incarnée dans ce projet de faire grandir les femmes. Et elle aussi, elle fait plein de trucs. Elle a remonté la paroisse de San Francisco. Et pourquoi ce sont des femmes, forcément? Et pourquoi vous n'auriez pas écrit un livre sur 16 portraits d'hommes inspirés? Parce que c'est déjà fait. Les hommes, les femmes, c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Les modèles de femmes vivantes, quand vous regardez le sondage là, de IFOP, on demande quelles sont les personnalités préférées des Français, là, qui a eu lieu en décembre. Il y a 10 personnalités, il y a 2 femmes. C'est Mylène Farmer et comment elle s'appelle, Sophie Marceau. Moi, je suis fan, comme France Gall. Mais voilà, je me suis dit, il manque de modèles. Donc vous vouliez réparer aussi une sorte d'inégalité. Vous seriez féministe, Olivia de Fournas? Mais qu'est-ce que vous appelez par féministe? Moi, je dirais, est-ce que vous avez envie, dans ce livre, de restaurer une sorte de qualité typiquement féminine, qui serait justement ces qualités de cœur, d'accueil, dont on a souvent dit qu'elles étaient justement, elles nous stigmatisaient dans un rôle de femme soumise? Non, absolument pas. D'ailleurs, toujours la même Caroline de Fontenay, elle s'appuie sur la parabole des talents, en disant on reçoit des talents, ils ne sont pas genrés. On reçoit des talents, par exemple, d'empathie, mais ce n'est pas forcément les femmes qui l'ont, et le talent de courage, ce n'est pas forcément les hommes qui l'ont. Pour vous, c'est distribué universellement sans genre, ces qualités? J'en sais rien, mais j'imagine. En tout cas, je le vois. Il n'y a que des exceptions. Quand on dit que les femmes sont toutes empathiques, la pauvre femme qui n'est pas empathique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est antipathique. Non, mais quand je lis, je me dis, et vous auriez été avec autant de confiance dans ces entretiens avec des hommes? Alors, est-ce qu'ils se seraient confiés autant? Parce que justement, vous voyez, cette phrase que vous m'avez montrée là, c'est une phrase d'homme. Je ne sais pas si ça serait une phrase de femme. Quand j'ai un dossier à écrire, pour défricher le terrain, j'appelle des hommes qui vont me faire le concept, ils vont me brosser le portrait du dossier. Mais quand j'ai besoin d'exemples concrets, il n'y a plus personne. Et là, j'appelle des femmes, et là, qui sont dans le concret. Alors, d'où ça vient? Est-ce que ça vient du fait qu'on a la capacité de porter la vie, et donc on est plus incarné, plus proche du concret? Mais bon, ça, c'est une hypothèse à vérifier avec je ne sais pas qui, d'ailleurs, des sociologues. Mais en tout cas, j'ai remarqué ça. Oui. Vous êtes mère de 3 enfants. Est-ce que vous avez une vigilance toute particulière dans l'époque un peu frénétique que nous traversons? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus précieux, Olivia de Fournas? Peut-être ce que j'ai reçu moi-même, si la foi et la joie, déjà, je trouverais que ça serait pas mal. Ça, pour vous, ce sont des qualités, ou en tout cas des outils qui permettent de déjouer les sirènes de la modernité, les illusions que propose notre époque sur le matérialisme partout, l'individualisme, foi et joie?
C'est-à-dire que la foi, c'est intérieur. Hein. Je trouve que ça donne un chemin, un sens à sa vie. Si on sait que la vie est un pèlerinage et qu'on est fait pour retrouver Dieu à la fin, ça donne quand même une direction. C'est plus facile que si on croit qu'on est auto-engendré et qu'on doit soi-même se pousser du col. On revient aux femmes puissantes. Et je pense que c'est plus dur si on n'est pas croyant. Et pour la joie, c'est parce que dans la rencontre, la joie, vous voyez bien, regardez votre beau sourire, j'ai envie de me confier à vous et de dire n'importe quoi. Ce que vous ne faites pas d'ailleurs. Vous dites pas assez n'importe quoi, je trouve, Olivia de Fournas. Mais quand j'y pense, si vous deviez regarder votre vie, est-ce que dans le très concret du quotidien, vous seriez différente si vous étiez athée ? Alors, je ne sais pas, puisque je suis croyante, mais... Est-ce que ça imprègne votre vie quotidienne, votre foi ? Dans vos gestes, dans vos... Pas assez, malheureusement. Mais en tout cas, ça me donne une direction. Par exemple, là, dans les femmes que j'ai interviewées, il y a 3 femmes qui ont parlé du pardon. Bon, alors je ne sais pas si le pardon est spécifiquement chrétien. Non, chrétien. Il est partout. Il est là. Partout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans d'autres religions aussi. Oui, dans d'autres religions, mais parce que là, vous me parlez d'être croyante. Et ces 3 femmes, elles ont dit des choses qui sont liées à la foi. Par exemple, la première, c'est une musulmane qui s'est convertie. Donc, autant vous dire que ses parents étaient verts, déjà qu'elle épouse un Français, après qu'elle se convertisse. Pendant 15 ans, ils l'ont rejetée. Pendant 15 ans, elle a prié pour leur pardonner et elle a réussi. Donc là, pour moi, c'est un peu... et vous décrivez d'ailleurs le moment où elle revoit sa mère. Ah oui. Et où elle n'a aucun jugement, aucun reproche. Voilà. Donc ça, et elle dit, j'étais totalement sereine avec elle. Donc ça, c'est un peu inhumain, vous êtes d'accord ? Oui. La deuxième, elle s'est fait violer quand elle était jeune. C'est Aurélie Barnabo, elle est psy, elle répare des femmes d'ailleurs aujourd'hui. Et elle dit, moi, j'arrive pas toujours à pardonner, il faut un peu remettre le pardon sur le métier. Mais quand j'y arrive pas, je demande à Dieu de m'aider. Et la troisième, c'est encore plus un cran au-dessus, Florence Anne Ambroselli, pareil, qui s'est fait violer. Et qui dit, moi, quand j'arrive pas, j'ai du mal à pardonner, parce que c'est rare qu'on pardonne une fois pour toutes, je pense que Dieu aime autant mon agresseur que moi. Bon, alors ça, c'est vrai qu'il faut être un peu croyant pour que ça C'est un peu un scandale d'injustice, quand même. Vous diriez qu'elles ont toutes, à partir de leur grande souffrance, vraiment fécondé quelque chose. Est-ce que, sans souffrance, elles auraient été des femmes aussi exceptionnelles ? Alors, je pense vraiment qu'il ne faut pas souffrir. Il y a des personnes qui n'ont pas souffert. Tout le monde souffre. Mais pour être une femme inspirée, parce que l'idée du livre, c'était que tout le monde peut être inspiré, il suffit de chercher. Donc, par exemple, Audrey Boisbesseau, elle n'est pas en grande souffrance. Elle partage cet amour qu'elle a reçu et, dans son quotidien sur Instagram avec ses 130 000 abonnés tous les jours. Et c'est que de la joie. Mais ma question, c'est est-ce que la souffrance purifie, selon vous, Olivia de Fournas ? Purifie quelque chose ? Passer à travers des épreuves ? Moi, je pense que la souffrance, ça met en contact avec la vulnérabilité et que cette vulnérabilité permet d'aller à la rencontre des autres. Parce qu'on les rencontre à un endroit de soi plus vulnérable, donc plus fragile, et on rejoint leur propre fragilité ? Parce qu'on est humble et qu'on a été on a pleuré toutes les larmes de son corps et qu'on s'est confié et que la personne en face de soi vous a rejoint, vous a guéri, vous a posé un geste sur votre épaule. Et voilà, du coup... Et vous diriez que ça rend les personnes qui en sont en souffrance, elles ont une acuité toute particulière pour les personnes qui leur font du bien, qui les soignent ? J'espère, sinon... Mais vous diriez que ça aiguise le discernement d'être en souffrance ? Est-ce que ça aiguise ? Je pense que ça simplifie. Donc là, je donne raison à Sorrow. Je pense que ça simplifie et qu'on est moins... Embarrassé de parasites, d'ego ? Oui, peut-être. Et ce qui est drôle, c'est que votre façon d'être journaliste est extrêmement liée à la fragilité de vos interlocuteurs. Vous vous souciez de façon assez profonde finalement de l'état intérieur des hommes ou des femmes que vous interrogez dans vos pages. Et c'est assez fascinant parce que ça veut dire que cette façon d'exercer ce métier aujourd'hui, elle est presque à rebours de notre époque très efficace, où tout le monde est un peu lisse. Sur les réseaux sociaux, on se montre toujours sous nos meilleurs attraits, sous le meilleur jour. Et vous semblez toujours à la recherche de cette forme d'indicible, de fragilité profonde. C'est peut-être ce qui m'intéresse, c'est que je sais qu'on n'est pas tout seul. On est habité par toutes les rencontres qu'on a vécues avant, par aussi le monde invisible,
par tous les gens avec qui on est relié, par les gens du passé. Aussi, on a une responsabilité pour le futur. Et donc, voilà, Mais vous cherchez ça, vous cherchez vraiment à révéler la vérité de quelqu'un presque à son insu. C'est ça qui m'intéresse, en fait, quand on est croyant, de voir quel impact ça a, le fait d'être en 3D, le fait de ne pas croire qu'on est des gens efficaces et matériels. Comment ça impacte sa vie? Donc là, il y a autant d'explications que de gens. Donc ça peut s'incarner dans la patience, dans la fidélité, dans l'hospitalité, dans la liberté. Et je pense aussi à notre époque qui a un besoin de consolation très clair et qui n'est pas du tout entendu. Est-ce que ça vous rejoint, ça? Vous avez observé? Peut-être que le monde se tourne vers les mauvaises solutions. C'est-à-dire? Je ne sais pas, dans les écrans. Quand vous parlez du monde, c'est le monde oui, matérialiste. Donc les écrans leur proposent des solutions qui ne vous semblent pas très... Après, chacun, je ne peux pas décider pour les autres. Mais vous n'avez pas, à part la joie et ce que vous avez expliqué pour vos enfants, la joie et la foi, vous n'avez pas dit sur quoi vous posiez votre insistance pour les préserver, justement, des sirènes de la modernité ou de quelque chose de très vain dans votre qualité de mère? Je pense que la mère, les bonnes qualités, les bonnes qualités, moi, je parle pour moi, mais c'est d'être présent, d'être incarné et de transmettre justement ce qui est important. Donc dans mes enfants, je les ai eu tous les 3 rapprochés, donc j'ai essayé de garder des moments un à un avec eux pour essayer de les connaître chacun, qu'ils soient pas en groupe où je disais les enfants, et en fait chacun, il y en a une qui est plus intellectuelle, l'autre qui est plus sportive, la troisième qui est plus active, et donc d'essayer de les connaître chacun, de prendre du temps pour eux et de montrer qu'ils comptent pour moi. Par exemple, quand ils partaient en voyage, je leur mettais une petite BD de la famille dans leur valise, ou quand il y a quelque chose qui est important pour eux, j'essaye de me déplacer, mais comme toutes les mères, j'imagine. Mais non, parce que c'est un temps que vous estimez extrêmement important. Le temps donné à cette... Oui, le temps de présence, parce que moi, j'ai tellement manqué de ça que très tôt, beaucoup trop tôt d'ailleurs, ils me le reprochent, je les ai emmenés au Festival d'Avignon, voir du théâtre, dans les musées pour leur montrer des beaux tableaux. Pourtant, j'essayais d'en voir qu'un, en me disant, je vois qu'un tableau, parce que ça va les saouler après. Et là, ils me reprochent de les avoir traînés, torturés. Enfin, maintenant qu'ils sont grands, ils me reprochent plutôt d'être trop présente. Donc, on a toujours les défauts de ces qualités. Ça marche quand on est petit, mais moi, j'aimerais bien que vous soyez plus présente dans notre émission, que vous veniez régulièrement. D'abord, vous êtes à votre 3e livre, mais il y en a d'autres, sûrement, déjà en gestation. Merci, Olivia de Fronas, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre très beau livre, Inspiré, EES, au féminin, pluriel, 16 portraits de femmes d'aujourd'hui, portés par l'esprit, aux éditions Artege. Merci. Merci, Guyonne.